La contestation s'intensifie et la société minière Montagne d'Or se défend. Elle présente son projet aurifère. Après une conférence de presse chahutée hier à Saint-Laurent, elle tente de rassurer les acteurs sociaux et la population. Le point à suivre dans ce journal. L'avenir du lycée agricole de Matiti plus qu'incertain. Les salaires du personnel ne peuvent plus être versés faute de trésorerie. En cause, les retards de paiement par l'État. Un système complexe de remboursement pointé du doigt par l'établissement. Et puis nous recevrons ce soir le chanteur Warren, l'icône du zouk, est en Guyane pour plusieurs événements notamment, mais aussi d'autres projets professionnels, un clip et un album en cours de préparation. Entretien à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, quelques mots pour saluer la mémoire de cette figure historique de la vie politique française, celle qui avait porté le droit à l'avortement en 1974. L'ancienne ministre Simone Veil est décédée ce matin. Femme de caractère, survivante des camps de concentration, défenseur des droits de femmes, a été l'une des personnalités préférées des Français. Elle était affaiblie depuis plusieurs années et s'en est allée à quelques jours de son 90e anniversaire. Une conférence de presse où le mouvement Jeunesse autochtone de Guyane a investi. Le groupe minier russo-canadien monte au créneau et défend son projet. Il assure respecter les normes de protection d'environnement, de biodiversité, tout en ménageant ses relations avec la population. Présentation avec Ayodeli Germa. Une conférence de presse sous haute tension hier à Saint-Laurent-du-Maroni. Le mouvement Jeunesse autochtone de Guyane a investi les locaux de la chambre de commerce où se tenait la conférence. Pour les manifestants, cette exploitation aurifère dont l'ouverture est prévue en 2022 n'est pas en faveur des Guyanais ni de la terre des ancêtres. Dans sa phase d'exploitation, le projet de la Montagne d'Or devrait nécessiter l'utilisation de 10 tonnes de cyanure par jour. Roch Lefrançois, président de la compagnie minière, se défend. Selon lui, toutes les précautions environnementales seront prises. Premièrement, il va y avoir dans toutes les zones de stockage des membranes imperméabilisées pour protéger les eaux souterraines. Cette membrane-là que vous parlez dans le parc à résidus a une durée de vie, on nous dit, au-dessus de 200 ans. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas l'exposer trop au soleil quand on va l'étendre. Donc, c'est une des contraintes pour qu'elle soit une durabilité de plusieurs centaines d'années. Mais au-delà de 200 ans, peut-on craindre un drainage des résidus miniers acides vers les nappes phréatiques? Non, parce que ensuite, les zones de stockage de résidus de la mine, à la fin de la fermeture de mine, seront aussi imperméabilisées avec une couche d'argile et après ça, revégétalisée. Donc, il n'y aura pas aucune eau qui va transpercer à l'intérieur de résidus pour créer un drainage acide. Qu'est-ce qu'on appelle un drainage acide? C'est l'acidification de la roche stérile et aussi des roches qui sont dans les résidus miniers. Aujourd'hui, vous diriez que ce projet de Montagne d'Or a un risque zéro sur l'environnement? On ne peut jamais dire risque zéro, mais on prend toutes les mesures avec Vous savez que le code de l'environnement européen et français, c'est dans les mesures les plus strictes au monde. Donc, on se colle à ces réglementations-là et pour assurer justement le milieu naturel après mine soit préservé. Actuellement, le projet d'exploitation aurifère en est à sa phase d'étude d'impact environnemental et social. De ces études dépendront la délivrance d'un permis d'exploitation. Un projet jugé dangereux par plusieurs organisations. Hier, la conférence de presse de la compagnie a été perturbée par une vingtaine de manifestants du collectif Hors de question à Saint-Laurent. On écoute à ce propos Michel Dubouillet, secrétaire régional Guyane Écologie et membre du collectif Hors de question. Les risques majeurs de pollution et de destruction de notre biodiversité sont énormes quand on sait qu'ils vont faire exploser entre 10 et 20 tonnes d'explosifs journalièrement, je précise bien journalièrement, et que tous les jours, ils utiliseront 10 tonnes de cyanure auxquelles viendront s'ajouter d'autres métaux lourds comme le calcium qui créera un drainage minier acide qui va ramener le pH de l'eau à moins de 5 et qui tuera toute la faune et la flore autour dans son passage. Donc, même s'ils prennent un certain nombre de précautions pour mettre les déchets miniers
dans une zone avec un géotextile, la durée de vie de ce géotextile, de quelque temps qu'elle soit, amènera à un moment donné sa destruction avec une infiltration de tous ces produits chimiques dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, qui par capillarité rejoindront la mer et donc la zone de vie que peut avoir sur le bord du Maroni ou sur la côte guyanaise. Il s'agit d'un méga projet qui va s'étendre non plus sur 6 ou 7 km² comme est le projet de la Montagne d'Or, mais sur 256 km² qui prendra l'ensemble de l'espace qu'il y a entre les deux réserves biologiques que sont Décou et Lucifer un peu plus au nord. Donc vous voyez que vouloir prétexter l'emploi, on peut trouver des emplois dans d'autres domaines. On voit bien les besoins qu'on a en matière d'éducation pour les écoles. On peut organiser aussi tout ce qui est tourisme et tourisme écologique qui doit être fait. Il y a la mise en valeur des filières de la transition énergétique. Il y a ainsi toute une foule de filières qui ne sont pas valorisées en Guyane et qui ont nécessité d'être valorisées et qui développeraient beaucoup plus d'emplois. Un mot à présent sur les prix du carburant au 1er juillet. La tendance est à la baisse. À compter de minuit ce soir, le samplon baisse de 2 centimes et passe de 1,49 € à 1,51 €. C'est plutôt l'inverse, vous l'aurez compris, tandis que le gazole coûtera 3 centimes de moins, soit 1,24 € le litre. Et marquez que la bouteille de gaz perd quant à elle 57 centimes sur son prix du mois de juin. Il est fixé cette fois à 20,38 € au lieu de 20,95 €. Le lycée agricole de Matiti, au bord de la faillite, l'établissement spécialisé ne peut plus avancer les frais avant d'être remboursé par l'État, provoquant l'impossibilité d'assurer les salaires du personnel désormais. Les précisions de Jonathan Lariot. Les portes sont dorénavant closes. Personne ne quitte le lycée avant des réponses concrètes. À quelques jours de la fin de l'année scolaire, plus de 40 enseignants de la structure d'enseignement agricole ne seront pas payés. Le personnel fait face à une absence de dotation à hauteur de plus de 600 000 €. On a des soucis, des demandes de paiement qui datent depuis 2015. Sur une année, il faut compter à peu près à minima les 500 000 € pour qu'on puisse tenir l'année. Après un boycott du conseil d'administration par les enseignants, un échange avec la CTG et la direction de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt. Il est question d'expliquer les retards de paiement qui mettent en péril l'avenir de l'établissement, point par point. Le groupe scolaire agricole aujourd'hui ne possède plus de trésorerie. Impossible pour eux donc de faire avance des frais. C'est un établissement qui, pour la plupart, fonctionne avec des fonds européens. Le principe du fonds européen, c'est j'avance et je suis remboursée après. Donc, certainement que la demande est faite depuis 2015, mais bon, les choses prennent du temps. Il est vrai que l'État, de ce côté-là, doit aussi améliorer son fonctionnement. C'est un fonctionnement qu'on ne retrouve pas du tout dans le cadre du privé, par exemple. Si certaines de ces dotations devraient arriver dans les prochaines semaines, il reste à trouver une solution pour les besoins urgents. On espère que le CA pourra se tenir bientôt pour autoriser la chef d'établissement à pouvoir recourir à ces dispositifs de fonds de préfinancement qui font que quand on a une subvention européenne qui est déjà décidée mais qu'elle est en attente, l'État prête à des taux qui sont préférentiels sous forme de ces fonds la trésorerie pour permettre de fonctionner en attendant les paiements. Après ce moment d'échange et les quelques réponses apportées, le personnel reste malgré tout dubitatif. On attend des faits concrets, donc des classes Algeco minimum pour fin août, qui est fonctionnel, avec des chaises, des tables, des manuels. Il n'y a rien, fin août, l'établissement restera fermé, il n'y aura pas de rentrée. Une réunion est prévue le 18 juillet. Là se décidera l'avenir du lycée agricole et de ses composantes pour la prochaine rentrée scolaire. La première épreuve, celle de la philo, se tenait le 14 juin dernier. L'heure du verdict est tombée pour les 3306 candidats. Le rectorat de Guyane a prévu l'affichage des résultats du bac 2017 à compter de 19 h ce soir. Affichage probablement retardé en ce qui concerne le papier. En tout cas, les élèves peuvent d'ores et déjà recevoir leurs résultats sur le site du rectorat. Cette semaine, Facebook a franchi le seuil des 2 milliards. Le plus grand réseau social du monde a atteint un nombre record d'utilisateurs actifs par mois. En France, les chiffres les plus récents font état de 33 millions d'utilisateurs actifs par mois, 100 000 en Guyane. Comment ce réseau social est-il entré dans le quotidien des Guyanais? Élément de réponse avec Ayodele Germa. Facebook aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, selon le chiffre avancé par le géant des réseaux sociaux.
Près de 3 terriens sur 10 auraient donc un compte Facebook. En Guyane, une personne sur 2 possède son profil sur ce réseau social. Aujourd'hui, nous en Guyane, nous gérons plus de 100 000 Facebookiens guyanais à travers une trentaine de pages administrées pour nos clients. Ce que l'on recense, c'est qu'au niveau de Facebook, c'est de l'information, on va dire, personnelle pour ceux qui ont leur profil perso, de l'information professionnelle type promotion, relance pour des applications sur des jeux cadeaux, et WhatsApp, on va dire que c'est de l'information générale. Donc je reviens sur le terme immédiateté, donc c'est faire passer l'information assez rapidement. Lors des mouvements sociaux de mars-avril dernier, Facebook était une source d'information privilégiée pour les Guyanais. Les particuliers autant que les médias se sont largement servis de Facebook Live pour relayer l'information. La page Nougon Kessa 9C3 a engrangé 13 420 membres avec une centaine de partages de vidéos. On va dire les internautes et les mobinautes sont amenés à relayer pas mal d'informations, mais il peut y avoir du fake ou des informations réelles. Donc je pense qu'à travers cet événement, la population guyanaise maintenant est beaucoup plus avertie qu'il peut y avoir de la désinformation et de l'information également. En Guyane, on dénombre 110 000 utilisateurs actifs d'Internet. Tous sont également présents sur les réseaux sociaux. Et pour en parler, le président de l'Union de la presse francophone est avec nous ce soir. Bonsoir France Montauban. Bonsoir Kessie Bishop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer, un fait d'actualité, l'Élysée a diffusé le portrait officiel du président de la République, Emmanuel Macron, d'abord sur Twitter. C'est dire à quel point, quel poids détient aujourd'hui ce phénomène des réseaux sociaux. Il fut un temps, les présidents de la République faisaient des photos dans le jardin ou directement dans le bureau du président de la République. Et après, on attendait plusieurs jours. Parce qu'il fallait la travailler avant de l'envoyer aux médias. Aujourd'hui, c'est tout de suite, instantanément, la photo passe sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que c'est important pour eux de faire savoir ce qui se passe et tout de suite, ça entend le lendemain. On est dans l'actualité. Constamment. On est dans le vif finalement, le direct. Alors avec leurs nouvelles fonctionnalités, ils servent désormais ces réseaux sociaux de plateforme d'information également. D'abord, chacun peut, s'il le souhaite, faire sa propre vidéo en direct, jouer comme ça les reporters, mais les médias traditionnels s'y sont aussi mis. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui ces faisceaux que sont les réseaux sociaux en tant que journaliste. Jouer les reporters, mais ce ne sont pas des reporters, ils ne seront pas forcément des reporters s'ils ne suivent pas le parcours pour devenir journaliste. Parce qu'il faut faire la différence entre ceux... les détenteurs des 4 milliards de smartphones aujourd'hui qui peuvent passer l'information à tour de rôle. C'est-à-dire, moi, le matin, quand je me lève, j'ai mon information sur mon WhatsApp, je l'ai sur Facebook, je l'ai ailleurs. Mais après, il n'y a pas de plus-value. Notre rôle de journaliste, c'est justement d'amener une plus-value aux téléspectateurs, aux auditeurs, à ceux qui consomment l'information sur l'Internet. C'est utiliser les 3 supports, ne plus attendre constamment le journal de 19h, de 19h30 pour donner l'information, mais c'est d'emblée, tous les jours, à instant T, donner l'information. Après, il faut faire attention. Ne pas faire la course justement contre l'exclusivité, à vouloir tout dire en un temps rapide, alors qu'il faut prendre son temps, de temps en temps, de traiter l'information, d'aller vérifier l'information, parce que c'est important, parce que quand on fait du Facebook Live, l'information n'est pas forcément vérifiée. Et oui. Donc il faut vraiment faire attention. Alors, quand on prend son temps, on peut faire l'instantané, certes, mais aussi vérifier l'information. Il y a quand même une nécessité aujourd'hui pour les journalistes de s'adapter. On l'a vu pendant le mouvement social de Guyane, mars et avril dernier. Tout le monde se met à faire des Facebook Live, comme vous le disiez. C'est-à-dire que les journalistes doivent s'adapter à cette réalité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Facebook Live, ça a commencé en août 2015. Moins de 2 ans après, on se rend compte que partout, dans Cayenne et ailleurs, chacun avec son smartphone peut faire du Facebook Live. Donc on va au marché de Cayenne parce qu'on a envie de diffuser une information au monde entier aujourd'hui. C'est le réseau le plus utilisé. Donc, a posteriori, on peut même commenter en direct, dire voilà, j'ai vu ici, j'ai vu un tel au marché de Cayenne en train de faire ses courses. Et voilà l'information qui part tout de suite sur les réseaux sociaux. Sur la toile. Il y a donc du travail pour vérifier toutes ces informations. On va parler maintenant de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Elle s'est mise en place en Guyane le 11 février dernier. Elle a été créée en fait en 1950 par des journalistes québécois et français. Au départ, l'association ici comptait 19 membres, déjà 52 personnes désormais. L'idée, c'est de défendre la liberté de la presse et promouvoir la langue française, mais surtout créer des liens au sein du métier.
Vous avez tout dit, sauf sur les chiffres. Là, je vais avoir 2 autres adhésions assez rapidement. Donc, le rédacteur en chef, Benel Landu, qui a appris l'existence de cette association, est tout de suite adhéré. Et puis, Rosine Ouajet-Far, responsable d'édition chez nous à Guyane Première, et qui vient adhérer. Donc, il y a un tel engouement. Les gens avaient besoin d'une structure en Guyane pour pouvoir s'y réunir, échanger, parler de la profession et surtout échanger sur la profession, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'école de journalisme en Guyane. Et le fait de pouvoir échanger avec nous, parce que nos parcours sont différents, parce que les études qui ont été faites sont différentes, donc nous avons besoin de cette interaction, de pouvoir se retrouver dans des lieux où on peut échanger sur la profession, et également trouver des lieux, des aspects ludiques pour pouvoir se rencontrer et échanger de manière régulière. La formation au journalisme, c'est votre objectif pour l'UPF Guyane ? À la formation, j'y tiens beaucoup. Enfin, nous tenons beaucoup parce que c'est un bureau. J'aime bien le dire que le président tout seul, il ne peut rien faire s'il n'y a pas un bureau solide. Bureau plus les membres, parce que bureau sans membres, ça ne fonctionne pas. C'est les membres plus le bureau, tout le monde met la main à la pâte. Donc la formation, pour nous, c'est très important. D'autant plus, je disais, il n'y a pas d'école de journalisme en Guyane. Donc l'année dernière, nous avons déjà pris des contacts avec l'UPF international pour leur demander de venir en Guyane l'année prochaine. Dès 2018, nous pensons mettre en place des formations spécifiques avec des professionnels qui viennent de différents pays, parce que l'Union de la presse francophone a un réseau très important. Et c'est dans ce réseau-là qu'on va puiser les chercheurs, les écrivains, les journalistes de renom, afin qu'ils viennent en Guyane dispenser des formations pour l'ensemble des journalistes, que ce soit Guyane Première, ATV, Radio Pays, France Guyane, tous les médias, parce que c'est important de le dire, l'Union de la presse francophone, c'est une association qui regroupe tous les médias de Guyane. Et les choses sérieuses commencent dès ce soir, puisque les cartes d'adhérents seront remises dans quelques instants aux journalistes. Ah, mais je suis content, et ouais, c'est important. Le mouvement social, comme vous disiez tout à l'heure, ça a un peu mis à mal un petit peu le problème de la poste, les courriers sont arrivés en retard, mais il fallait le faire. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire le mouvement, donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire le mouvement ou pas, mais c'est un petit peu retardé l'échéance, les cartes sont bien arrivées, et ce soir, nous allons les remettre au complexe Belova à Réunion-Montjoly, c'est notre partenaire pour cette opération-là. C'est vraiment une bonne chose. Les 52 cartes seront remises ce soir à nos membres. Merci beaucoup France Montauban d'avoir été avec nous ce soir. On parle de toute autre chose à présent, le graffiti de rue et le graffiti végétal, des techniques artistiques choisies par le Parc national de Guadeloupe pour sensibiliser les jeunes à la cause de l'environnement. Une journée d'animation et de création graphique leur était dédiée hier à l'habitation Beau Soleil de Saint-Claude. Un happening, comme on dit, suivi par Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Le street art comme moyen de sensibilisation au réchauffement climatique, c'est la solution choisie par le Parc national de Guadeloupe en collaboration avec les arts de rue. Slam et graffiti étaient au programme. Mais l'idée, c'était surtout de sensibiliser la population sur ce qu'on appelle le changement climatique. On entend parler de ça à la télé, mais l'idée, c'était un petit peu d'interroger les gens sur leur vécu. Est-ce que c'est quelque chose qui leur paraît théorique ou est-ce qu'au contraire, on a déjà des manifestations dans notre quotidien? Donc échanger un petit peu sur ça, comment c'est arrivé, qu'est-ce que ça implique et comment on peut commencer à anticiper des réponses aux manifestations du changement climatique. Un art considéré comme banal, devenu un moyen de communication. Déjà grâce, je pense, aux réseaux sociaux qui nous ont permis vraiment de montrer le travail de tout le monde à travers le monde. Donc ça, c'est génial. Et puis le graphe, ça devient, comment dire, dans les mœurs, dans la vie quotidienne, à travers les murs en fait, qui sont réalisés dans la rue. Parce que le street art, moi je parle de street art ou de graphe, c'est vraiment un travail qui se passe dans la rue. Donc c'est pour tout le monde en fait. Au cours de cette journée, différentes activités étaient proposées aux plus jeunes dans les jardins de l'habitation Beau Soleil, autour de la faune, de la flore et aussi du street art. J'ai beaucoup marché. On a fait un jeu. Il fallait ramasser des fleurs et les fleurs on s'en est servi pour faire des dessins sur du tissu. C'était comme des graphites. C'était comme des graphes. Mais d'ailleurs c'était des graphes, mais c'était ça les bombes. Depuis la mise en œuvre de sa charte, le parc se veut un acteur majeur dans la prise de conscience dans un territoire soumis aux pressions humaines et climatiques.
De l'art, toujours, on poursuit en musique à présent avec notre invité, Aymeric Lubin. Je veux bien sûr parler de Warren. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlions tout à l'heure avec notre invité des réseaux sociaux et de leur poids dans la société actuelle. Quel rôle joue-t-il? Quel rôle joue votre compte Facebook, votre Twitter, votre WhatsApp? Alors pour commencer, moi à la base, c'est pas forcément mon dada, mais c'est sûr que c'est pour les artistes et pour toutes les personnes publiques, c'est un moyen essentiel pour pouvoir contrôler les informations qu'on va diffuser sur nous par rapport justement à des fois à l'époque on aurait pu envoyer répondre à des articles de presse et qui pouvaient être manipulés ou réécrits différemment, ce qui pourrait laisser interpréter tout et n'importe quoi. Je pense que c'est un bon moyen de contrôle sur l'image et sur ce qu'on a à dire de nous. Maintenant, je pense que c'est à double tranchant parce qu'il y a autant d'informations que de désinformations sur les réseaux sociaux. Donc du coup, savoir gérer. Il faut savoir gérer. Est-ce que c'est un moyen de rester en contact avec vos C'est un moyen de rester en contact avec mes fans. Mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal à jouer le jeu. Vous êtes aujourd'hui l'une des figures incontournables de la scène zouk des Antilles-Guyane, avec une expansion, on va dire, sur la scène internationale, originaire de Saint-Laurent, enfant de Saint-Laurent où vous avez grandi, dans un univers musical bercé de soul, R&B, plus globalement de musique afro-américaine. Après le boys band d'Amaniac, vous passez à un autre boys band auprès d'Henri Placide, et puis ce sera Ali Angel, et désormais c'est vous, l'icône, qui forme de nouveaux artistes. Comment avez-vous vécu ce passage? La transition, en fait, s'est faite de façon très spontanée, naturelle. À un moment donné, j'avais besoin de liberté, de prendre mon indépendance. Donc, de ce fait, je me suis un petit peu éloigné de mes collègues à l'époque. J'avais besoin de prendre mes propres décisions, mes propres risques. Et puis, comme tout allait bien, j'ai commencé à parrainer une manifestation ici. Donc, en fait, l'envie n'a pas forcément mûri en moi. Je me suis retrouvé à parrainer un concert pendant quelques années organisé par l'association AAL. Et voilà, l'une des premières gagnantes de ce concours s'avère être Fanny J, qui a été une excellente aventure. Et ça m'a donné ensuite envie de le faire pour d'autres jeunes guyanais. Et du coup, sollicité par d'autres artistes antillais, africains, etc. J'ai continué à le faire, mais ce n'était pas forcément une volonté initiale. Fanny J, l'autre guyanaise qui, comme vous, a aujourd'hui un rayonnement international, notamment dans le zouk. Et elle est en train de signer son retour sur scène. Exact, ouais, c'est ça. Vous y êtes pour quelque chose? On travaille en équipe, ça fait des années qu'on travaille en équipe, donc on se concerte, on se consulte et puis on prend les décisions et puis voilà, elle fera son retour le 15 juillet, voilà, c'est bien ça. Alors, là c'est de l'information, pas de la désinformation. C'est le 15 juillet. Quand on a un tel parcours comme vous, Warren, avec tant d'années de scène et puis maintenant de la formation, on va dire aussi, avec de nouveaux artistes souvent très jeunes, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère la scène? Est-ce qu'on préfère être derrière, dans les coulisses, à soutenir les autres artistes? Plus ça va et plus je préfère être derrière en fait. Bon, je vais continuer à faire plaisir à mes fans et aux gens qui me suivent, mais plus ça va et plus je préfère la place derrière, c'est mieux. Vous étiez en tout cas ici, vous commenciez à en parler pour plusieurs manifestations, notamment le festival Boschmili. Le 17 juin dernier, c'était à Saint-Laurent. Et puis la fête de la musique au Suriname qui s'est déroulée le 24 juin. Puis demain soir, vous serez sur scène aux côtés d'Henri Placide. C'est un moment qui est important pour vous. C'est un moment qui est important pour moi parce qu'Henri, c'est quand même un artiste de Saint-Laurent. C'est le premier qui m'a repéré, c'est le premier qui m'a mis en scène, qui m'a fait découvrir le métier d'artiste, mais de façon très professionnelle. Donc la première fois que je chantais devant un micro dans un studio, c'était dans le sien à l'époque, à Montlucas. Et puis au fil des années, on est toujours resté en contact. Le titre que j'ai écrit pour Joyce, on l'a enregistré chez lui. On se voit régulièrement puisqu'on est de l'Ouest. Les gens de l'Ouest aiment bien rester ensemble. Donc du coup, c'est un ami et non, oui, je suis carrément derrière lui. Et là, ça me fait plaisir d'être là pour lui, de lui donner un coup de main et d'un petit peu superviser à ma façon, en tout cas, la partie artistique de ce concert avec les musiciens que je salue qui ont fait un super bon boulot. Ça sera un magnifique concert. Avant de se quitter, un mot quand même sur quelque chose de très important, parce que vous étiez là aussi pour tourner un clip. Exact, oui. Impossible, pas possible. Vous parliez des événements de Guyane, on a peu de temps, mais enfin quand même, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez été là pendant toute la période des événements. Oui, j'étais là pendant toute la période, mais j'ai préféré prendre du recul, rentrer, réfléchir, observer. Observer, c'est bien avant de se lancer dans quelque chose, donc j'ai pas voulu
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont tout de suite réagi. Moi, j'ai préféré prendre du recul et voir comment j'aurais pu aborder ça à ma façon, sans récupération, sans opportunisme. Et du coup, non, je ne parle pas forcément de ce qui s'est passé. Il y aura effectivement des petits rappels de ces moments historiques qui ont marqué l'histoire de la Guyane, donc notamment les premières j'appelle ça des révolutions, moi, les toutes premières. Mais non, c'est surtout une histoire d'amour entre deux personnages. Donc dans cette chanson, il est question d'une grosse personnification métaphorique, je dirais, entre deux personnages, donc un homme qui s'appelle Guyane et une femme qui s'appelle France, et Guyane demande à France, à travers une lettre qu'il jette dans le fleuve, de clarifier cette histoire d'amour ambigu qu'ils vivent depuis des années. Merci beaucoup Warren pour toutes ces précisions. On a quand même une forme d'exclusivité. On attendra bien sûr la sortie du clip et puis de l'album sur lequel vous travaillez qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Cet album s'intitule 1980, mon année de naissance, et Back to Basic. Donc, comme ça. C'est réglé, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les informations. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. La contestation s'intensifie. La société minière Montagne d'Or se défend. Elle présente le projet Aurifère. Après une conférence de presse chahutée hier à Saint-Laurent, elle tente de rassurer les acteurs sociaux et la population. Nous avons fait le point dans cette édition. L'avenir du lycée agricole de Matiti, plus qu'incertain, les salaires des personnels ne peuvent plus être versés faute de trésorerie. En cause, les retards de paiement par l'État, un système complexe de remboursement pointé du doigt par l'établissement. Et puis nous avons reçu ce soir le chanteur Warren, l'icône du zouk est en Guyane pour plusieurs événements notamment, mais aussi d'autres projets professionnels, un clip et un album en cours de préparation. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1, juste après la météo. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.